S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un? Mon fils est en train de mourir. La voix de la femme sortit si faible qu'elle se perdit presque dans le bruit de la pluie battant sur les pierres du château abandonné. De l'autre côté du portail, un homme tenait une épée d'une main tremblante, non pas de peur, mais de colère. Colère contre Dieu, colère contre le monde, colère contre lui-même. Il avait juré de ne plus jamais faire confiance à personne, de ne plus jamais ouvrir ce portail, de ne plus jamais croire en la bonté. Mais quand il entendit cette supplique désespérée déchirant la nuit froide, quelque chose en lui se fissura. Et à ce moment-là, sans le savoir, tous les deux étaient sur le point de changer le destin l'un de l'autre pour toujours. Si vous m'écoutez maintenant, restez jusqu'à la fin, car ce n'est pas juste une autre histoire médiévale. C'est à propos de vous. C'est à propos de moi. C'est à propos de toutes les fois où on frappe à une porte en priant pour que quelqu'un ouvre. Avez-vous déjà tout perdu? Et quand je dis tout, ce n'est pas juste l'argent ou le travail, non. C'est cette sensation que votre nom ne vaut plus rien, que les gens que vous aimiez ont tourné le dos, que Dieu vous a oublié au milieu de la tempête. C'est exactement là que cette histoire commence. À l'époque médiévale, dans un royaume plein de trahison et de mensonges, un chevalier nommé Gaston avait tout honneur, respect, une place à la cour du roi. Jusqu'au jour où son meilleur ami lui planta un couteau dans le dos. Pas littéralement, mais d'une manière pire, il vola le trésor royal et lui mit la faute sur le dos. Gaston perdit tout du jour au lendemain. Devint criminel. Fugitif. Fantôme. Passa 6 mois caché dans un château tombant en ruine, la jambe blessée, ne faisant confiance à âme qui vive, attendant que la mort vienne. Mais voilà qu'une femme apparaît de nulle part, trempée de pluie, tenant un fils presque mort, et demande la seule chose qu'il ne voulait pas donner, de l'aide. Maintenant arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous fermé votre cœur parce que quelqu'un vous a blessé? Combien de fois avez-vous tourné le dos à quelqu'un qui avait besoin de vous parce que vous étiez trop occupé avec votre propre douleur? Cette histoire que je vais raconter aujourd'hui va vous toucher d'une manière que vous n'attendez pas. Parce que ce n'est pas seulement à propos de chevaliers et de châteaux. C'est à propos de recommencement. C'est à propos de découvrir que parfois Dieu place à votre porte exactement la personne qui est venue vous sauver, déguisée en quelqu'un qui a besoin de vous. Marguerite n'était qu'une mendiante. Veuve, expulsée du village, avec un fils malade dans les bras et zéro espoir. Elle n'avait rien à offrir à part un cœur qui croyait encore. Et Gaston? Gaston avait un château, de la nourriture, un abri, mais était mort à l'intérieur. Quand ces deux-là se sont rencontrés à ce portail, aucun des deux ne savait qu'ils étaient sur le point de vivre la plus grande histoire de dépassement, de suspense et d'amour véritable que ce royaume ait jamais vu. Restez avec moi. Respirez profondément. Et laissez cette histoire vous montrer que peu importe à quel point vous êtes tombé, il y a toujours un portail qui peut s'ouvrir. La pluie tombait fort cette nuit d'hiver, trempant la terre et transformant les chemins en rivières de boue. Marguerite tenait Pierre contre sa poitrine, essayant de le protéger du froid qui coupait comme lame d'épée. Le garçon brûlait de fièvre, les lèvres violettes, la respiration trop faible pour un enfant de seulement 6 ans. Elle avait marché 3 jours sans arrêt, fuyant le village qu'il avait expulsé pour ne pas avoir de quoi payer les impôts au seigneur féodal. À cette époque médiévale, être pauvre et seul était presque une sentence de mort, et Marguerite le savait mieux que personne. Quand elle aperçut la faible lumière venant du château abandonné au milieu de la forêt, elle pensa qu'elle délirait de faim et de fatigue. Personne n'y habitait depuis des années, disaient les histoires. Les murailles étaient fissurées, le portail rouillé, et le silence autour était si profond qu'il ressemblait à un cimetière. Mais la lumière était là, vacillant à une fenêtre du 2e étage, et cela suffit pour qu'elle rassemble ses dernières forces. Avec les mains tremblantes,
Elle frappa sur le vieux bois du portail, 3 coups faibles qui résonnèrent comme des suppliques. « S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un » murmura-t-elle, la voix presque perdue dans le bruit de la tempête. « Mon fils est en train de mourir, pour l'amour de Dieu, ouvrez cette porte. » De l'autre côté du portail, Gaston entendit les coups et sentit sa poitrine se serrer. Il s'était enfui dans ce château il y a 6 mois, après avoir été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis à la cour royale. La trahison de Bertrand, son meilleur ami, brûlait encore comme du fer rouge dans sa mémoire. Maintenant il vivait caché, avec la jambe blessée d'une embuscade, ne faisant confiance à âme qui vive. Il prit l'épée de la main droite, boita jusqu'au portail et l'entr'ouvrit seulement une fente, s'attendant à trouver des soldats ou des espions. Mais ce qu'il vit le laissa sans mots, une femme trop maigre, trempée jusqu'aux os, tenant un enfant qui ressemblait plus à un fantôme. Ses yeux rencontrèrent les siens, et à cet instant Gaston vit quelque chose qu'il avait oublié qui existait, l'espoir désespéré, le même qu'il avait lui-même ressenti quand il avait tout perdu. Le matin suivant arriva avec un silence étrange. Gaston se réveilla avant le lever du soleil, comme tout chevalier entraîné pour la guerre avait l'habitude de le faire, et pendant un instant oublia qu'il n'était plus seul. L'odeur de bois brûlant venait de la cuisine, mélangée à quelque chose qu'il ne sentait plus depuis des mois, du pain frais en train de cuire. Il descendit les escaliers de pierre froide, s'appuyant sur le mur à cause de sa jambe blessée, et trouva Marguerite remuant les casseroles comme si ce château avait toujours été à elle. Elle s'était lavé le visage, attaché les cheveux en un chignon simple, et travaillait avec une détermination qui contrastait avec la fragilité de la nuit précédente. « Bonjour, monsieur, dit-elle sans arrêter de remuer la pâte. J'ai trouvé de la farine dans la grange et j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas la gaspiller. C'est peu, mais ça suffira pour que vous mangiez. » Gaston fronça les sourcils, confus par ce vous. Il avait clairement dit la nuit précédente que c'était juste pour une nuit, qu'au matin elle devrait suivre son chemin. Mais quand il regarda dans le coin de la cuisine et vit Pierre enroulé dans une vieille couverture, encore fiévreux mais respirant mieux, quelque chose en lui s'adoucit. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-il, la voix plus rude qu'il ne le voulait. « J'ai dit que c'était juste pour une nuit. » Marguerite s'arrêta, essuya ses mains sur le tablier improvisé et le regarda avec une fermeté qu'il n'attendait pas d'une paysanne. « Je sais ce que vous avez dit. Mais tant que mon fils ne va pas mieux, je ne peux pas partir d'ici. Et puisque je reste, je ne vais pas être un poids mort. » À l'époque médiévale, une femme apprend vite qu'elle doit payer son séjour d'une manière ou d'une autre. Les jours commencèrent à s'étirer d'une manière différente. Gaston, habitué au lourd silence de la solitude, se réveillait maintenant avec le bruit des casseroles, avec la voix de Marguerite chantant doucement pour Pierre, avec le crépitement du bois dans le fourneau. Elle nettoyait le château sans demander permission, réparait ce qui était cassé, cuisinait avec le peu qu'il y avait. Il observait tout de loin, essayant de garder ses distances, mais c'était impossible de ne pas remarquer les détails, la façon dont elle souriait quand Pierre allait mieux, la patience avec laquelle elle traitait ses blessures, la manière délicate de plier les tissus propres. Un après-midi, alors qu'elle changeait le pansement de la jambe de Gaston, leurs mains se touchèrent sans le vouloir. Ce ne fut qu'une seconde, mais tous les deux le sentirent. Elle détourna le regard trop vite, et il fit semblant de ne pas avoir remarqué. Mais le cœur de tous les deux savait que quelque chose avait changé là, dans ce château abandonné au milieu de la forêt. Le 3e jour se leva avec un ciel trop clair, de ceux qui trompent ceux qui ne connaissent pas les signes de la tempête qui vient. Pierre jouait déjà dans la cour intérieure du château, empilant des petits cailloux et faisant semblant qu'ils étaient les murailles d'un royaume enchanté. Marguerite étendait des vêtements sur la corde improvisée, fredonnant une chanson que sa grand-mère chantait pendant les récoltes. Gaston était dans la forge abandonnée, essayant de réparer une charnière de la porte principale,
quand il entendit le son que tout fugitif craint, des sabots de chevaux battant fort sur la terre. Ce n'était pas un seul cheval, c'en étaient plusieurs, venant trop vite pour être un voyageur ordinaire. Il laissa tomber le marteau, prit l'épée appuyée contre le mur et sentit son sang se glacer. « Marguerite !» cria-t-il, la voix coupant l'air. « Prends le garçon et cache-toi. Maintenant !» Elle n'hésita pas une seule seconde. Elle prit Pierre dans ses bras, même s'il protestait qu'il voulait voir les chevaliers, et courut à l'intérieur du château. Gaston verrouilla la porte derrière eux et pointa vers la trappe cachée dans le sol du garde-manger. Là en bas, il y a une cave. Reste là et ne fais aucun bruit, peu importe ce que tu entends. Ses yeux étaient écarquillés de peur, mais elle acquiesça. « Et vous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je vais faire ce que j'ai toujours fait, survivre, » répondit-il, et il y avait une tristesse ancienne dans ses mots. Marguerite descendit dans la cave avec Pierre dans ses bras, et la dernière chose qu'elle vit avant que la trappe ne se ferme fut Gaston ajustant la vieille armure, se transformant à nouveau en guerrier qui avait un jour servi le royaume. Les coups sur le portail vinrent violents, accompagnés de cris qui résonnaient dans les murailles. « Ouvrez au nom du roi. Nous savons qu'il y a quelqu'un ici. » Gaston respira profondément, mit le casque et ouvrit le portail avec le calme de quelqu'un qui a déjà affronté la mort auparavant. C'étaient 5 soldats de la cour royale, menés par un capitaine à la barbe grisonnante et à la cicatrice au visage. « Qui êtes-vous » demanda le capitaine, la main déjà sur le pommeau de l'épée. « Un vagabond » mentit Gaston, changeant le ton de sa voix. « J'ai trouvé ce château vide et je me suis abrité. Je ne savais pas que c'était interdit. » Le capitaine descendit de cheval et commença à marcher autour de lui, étudiant chaque détail. « Vagabond avec armure de chevalier ? Quelle coïncidence !» La tension dans l'air était si dense qu'elle semblait rendre la respiration difficile. Là en bas, dans la cave sombre, Marguerite couvrait la bouche de Pierre de sa main, priant doucement pour que Dieu protège cet homme qui, sans le savoir, était devenu si important pour elle en si peu de temps. Les soldats fouillèrent le château entier, ouvrant des coffres vides, montant des escaliers grinçants, donnant des coups de pied dans des portes qui tombaient déjà en morceaux. Gaston les suivait avec le cœur battant, mais gardait le visage impassible, comme il l'avait appris pendant les années d'entraînement militaire. Le capitaine s'arrêta devant le garde-manger et Gaston sentit la sueur froide couler dans son dos sous l'armure. « Quel est ce bruit ?» demanda l'homme en fronçant les sourcils. C'était Pierre, qui avait toussé là en bas. « Des rats » répondit Gaston trop vite. « Ce château en est infesté. C'est pourquoi personne n'y habite depuis si longtemps. » Le capitaine tint la torche près du sol, illuminant les fentes des planches, mais l'obscurité de la cave était trop profonde. Après quelques secondes qui semblèrent des heures, il abandonna, cracha par terre et retourna dans la cour. Avant de monter sur son cheval, le capitaine se tourna vers Gaston avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous cherchons un traître nommé Gaston de Montclair. On dit qu'il pourrait être caché dans ces forêts. » La mention de son propre nom fit geler le sang de Gaston dans ses veines, mais il ne bougea pas un muscle. « Chevalier traître a tué son meilleur ami et volé le trésor du roi. Si vous voyez quelqu'un comme ça, il vaut mieux avertir. La récompense est bonne, mais cacher un traître, c'est la potence. » Les soldats partirent en soulevant la poussière, et ce n'est que lorsque le bruit des sabots disparut complètement dans la forêt que Gaston put respirer à nouveau. Il courut jusqu'au garde-manger, ouvrit la trappe et vit Marguerite monter l'escalier avec Pierre dans ses bras, tous les deux tremblants de peur et de froid. Cette nuit-là, après que Pierre se soit finalement endormi, Marguerite et Gaston s'assirent devant la cheminée. Le silence entre eux était lourd de questions non posées. « Ils vont revenir », dit-elle finalement, la voix basse mais ferme. « Et quand ils reviendront,
Ils fouilleront plus soigneusement. Nous devons partir. Gaston secoua la tête, regardant les flammes comme si une réponse y était écrite. Non. C'est vous qui devez partir. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 6 mois, retourner à la capitale et prouver mon innocence. Marguerite le regarda avec ses yeux qui avaient déjà vu tant de misère, mais gardaient encore l'espoir. Comment? Vous êtes recherché. S'ils vous voient, ils vous pendront avant que vous n'ouvriez la bouche. Gaston sourit pour la première fois, un sourire triste et fatigué. Alors je devrais être plus malin qu'eux. Mon ex-ami Bertrand a volé le trésor du royaume et m'a mis la faute sur le dos. Il a les preuves. Et je vais les prendre, même si c'est la dernière chose que je fais dans cette vie. La décision était prise, mais Marguerite fit quelque chose qui la surprit elle-même, elle tapa du pied et dit qu'elle irait aussi. Vous avez pris soin de moi quand je n'avais rien. Maintenant c'est mon tour de prendre soin de vous, dit-elle avec une détermination qui fit comprendre à Gaston que discuter serait inutile. Il essaya d'argumenter, parla des dangers de la route, des soldats, de la possibilité d'être reconnu. Mais elle croisa les bras et répondit avec une logique simple qui désarma toutes ses objections. Une famille de paysans en voyage attire moins l'attention qu'un homme seul. Et Pierre a besoin d'un père, même si c'est juste pour de faux pendant quelques jours. Le mot « père » résonna dans la poitrine de Gaston d'une manière qu'il n'attendait pas, touchant des blessures anciennes d'une vie qu'il avait perdue. Ils partirent à l'aube, avant que la brume de la forêt ne se dissipe complètement. Gaston se rasa la barbe, mit des vêtements simples de paysan qu'il trouva dans un vieux coffre, et cacha l'épée sous la cape usée. Marguerite prépara Pierre avec le peu qu'ils avaient, et tous les trois commencèrent la marche vers la capitale du royaume. La route était longue, au moins 3 jours à pied, coupant des petits villages et traversant des ponts de bois sur des rivières qui coulaient vite. Le premier jour, ils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Mais quand la nuit tomba et qu'ils campèrent dans une clairière, Pierre brisa la glace en demandant « Monsieur Gaston, avez-vous déjà tué un dragon ?» Pour la première fois en mois, Gaston rit vraiment. Et Marguerite sentit son cœur se réchauffer en voyant cet homme renfrogné montrer une lueur de la personne qu'il devait avoir été avant la trahison. La deuxième nuit, avec Pierre déjà endormi enroulé dans une couverture près du feu, Marguerite et Gaston restèrent éveillés à parler. Elle raconta à propos du mari qui était mort à la guerre, de comment le seigneur féodal avait tout pris d'elle, des jours où elle pensa abandonner mais regardait Pierre et trouvait des forces. Gaston, à son tour, ouvrit son cœur pour la première fois en années. Il parla de comment il avait été élevé par le roi après la mort de ses parents, de l'honneur de servir le royaume, de l'amitié avec Bertrand qu'il croyait vrai jusqu'au jour où il fut poignardé dans le dos. « Vous savez ce qui fait le plus mal, » dit-il, remuant le feu avec une brindille. Ce n'est pas d'avoir perdu le titre, l'armure ou la confiance du roi. C'est d'avoir perdu la foi dans les gens. Marguerite tendit la main et toucha légèrement son bras. Peut-être que Dieu a tout enlevé de vous pour vous montrer ce qui compte vraiment. Parfois, à l'époque médiévale comme à n'importe quel moment, on doit perdre le château pour trouver le foyer. Le 3e jour, la capitale du royaume apparut à l'horizon comme une promesse et une menace en même temps. Les hautes murailles de pierre grise s'élevaient imposantes, avec des drapeaux flottants au vent et des gardes positionnés dans chaque tour. Gaston tira le capuchon plus en avant, couvrant son visage, et tint la main de Pierre plus fort qu'il ne le voulait. « Calme, » murmura Marguerite, percevant sa tension. Vous n'êtes qu'un paysan de plus revenant de la foire. Respirez profondément et faites confiance. Ils passèrent par le portail principal avec des dizaines d'autres personnes, marchands, fermiers, mendiants, et personne ne jeta un second regard à cette famille humble. Mais chaque pas à l'intérieur de ces murailles faisait battre le cœur de Gaston plus vite, parce qu'il savait qu'il entrait dans la gueule du loup.
Trouver des informations sur Bertrand fut plus facile qu'il ne l'imaginait. Le traître avait monté dans la vie depuis qu'il avait volé le trésor. Maintenant il était conseiller du roi, habitait dans une aile du château royal et était vu comme homme de confiance de la cour. Il est intouchable, dit un vendeur de pain au marché, sans même savoir qu'il parlait à la personne que Bertrand avait détruite. Riche, puissant, et on dit qu'il va se marier avec la nièce du roi. À chaque mot, Gaston sentait la colère grandir, mais c'était Marguerite qui gardait la tête froide. La colère ne résout rien. Nous avons besoin de preuves, dit-elle, et c'est là qu'elle eut l'idée. Le château embauchait toujours des servantes pour la cuisine, surtout des femmes qui travaillaient dur et ne posaient pas de questions. Je peux entrer là, dit-elle, et avant que Gaston ne puisse protester, elle continua, personne ne remarque une femme qui lave les casseroles. Je peux m'approcher de Bertrand, écouter des conversations, chercher des documents. Gaston ne voulait pas. Chaque fibre de son être criait que c'était trop dangereux, qu'il ne pouvait pas mettre Marguerite en danger. Mais elle avait raison, c'était la seule façon. Alors, le cœur lourd, il la vit partir pour le château le matin suivant, vêtue de vêtements encore plus simples, les cheveux attachés dans un foulard, les yeux baissés comme toute bonne servante devait les garder à l'époque médiévale. Pierre resta avec Gaston dans une petite chambre louée près du marché, et tous les deux passèrent les jours suivants dans une agonie silencieuse, attendant des nouvelles. « Maman va revenir ?» demandait Pierre chaque soir avant de dormir. « Oui », répondait Gaston, priant pour que cette promesse ne se transforme pas en mensonge. Le 4e jour, Marguerite revint tard dans la nuit, le visage pâle, les mains tremblantes. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle, sortant de l'intérieur de sa robe un papier plié. « Bertrand garde des lettres dans sa chambre. Des lettres confessant tout. Mais il y a un problème. » Elle déglutit difficilement. « Il m'a vu. » La nouvelle tomba comme la foudre. Marguerite avait réussi à entrer dans la chambre de Bertrand pendant qu'il dînait dans le salon principal, chercha parmi les coffres et tiroirs jusqu'à trouver la cachette. Un compartiment secret derrière un portrait du roi. Là étaient les lettres, toutes avec le sceau royal falsifié, des confessions de comment il avait volé le trésor et planté des preuves contre Gaston. Elle en prit une, la cacha dans sa robe et sortait quand Bertrand apparut à la porte, les yeux se rétrécissant de méfiance. « Que faites-vous ici, servante ?» demanda-t-il, la voix glacée comme l'acier. Marguerite bégaya quelque chose à propos de nettoyer la chambre, mais il ne crut pas. Il appela les gardes, l'accusa de vol, et avant qu'elle ne puisse expliquer quoi que ce soit, elle fut traînée dans les cachots du château. « Demain vous serez jugée, » dit Bertrand avec un sourire cruel. « Et pendue comme voleuse. » Gaston faillit détruire la chambre quand elle raconta, mais ce fut Pierre qui le ramena à la raison. « Vous allez sauver ma mère, n'est-ce pas ?» demanda le garçon, les grands yeux pleins de confiance absolue. « Les chevaliers sauvent les gens qu'ils aiment. » Le mot « aime » resta suspendu dans l'air, et Gaston réalisa, peut-être pour la première fois, que c'était exactement ce qu'il ressentait. Amour. Pas cet amour de chanson de troubadour, mais quelque chose de plus profond, construit dans des conversations au coin du feu, dans des pansements changés, dans des silences partagés. Marguerite était entrée dans sa vie comme une mendiante désespérée, mais était devenue la raison pour laquelle il voulait vivre à nouveau. « Je vais la sauver », promit-il, et cette fois ce n'était pas juste un serment, c'était un vœu d'âme. Le matin du jugement arriva avec un ciel lourd de nuages sombres. La salle du trône était pleine de nobles, de courtisans et de curieux qui apparaissent toujours quand il y a chance de voir du sang. Marguerite fut amenée enchaînée, la robe déchirée, le visage meurtri, mais la tête encore haute. Bertrand était à côté du roi, souriant comme un serpent prêt à mordre. « Cette femme a essayé de me voler », l'accusa-t-il, la pointant avec dégoût. « Je l'ai trouvée dans ma chambre, fouillant mes affaires.
j'exige justice. Le roi, un homme fatigué et vieilli, était sur le point de donner la sentence quand les portes de la salle s'ouvrirent avec fracas. Et là, vêtu de l'armure qui fut un jour son honneur, épée à la main et détermination au visage, se tenait Gaston de Montclerc. La seule justice dont cette salle a besoin, dit-il, la voix résonnant sur les murs de pierre, est contre le véritable voleur qui est à côté du roi. Le silence qui tomba sur la salle fut si lourd qu'il semblait aspirer l'air des poumons de tous les présents. Le roi se leva du trône, les yeux écarquillés, comme s'il voyait un fantôme revenir des morts. « Gaston, » murmura-t-il, la voix chargée d'un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait à une douleur ancienne. « Soldat, arrêtez ce traître !» Mais Gaston ne recula pas d'un pas. Il planta l'épée dans le sol de pierre, dans un geste qui résonna dans les murailles du château, et parla avec l'autorité de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « Je suis revenu pour laver mon nom, Majesté. Et cette femme qui est accusée à la preuve qui va montrer qui est le véritable traître de ce royaume. » Marguerite, même enchaînée, puisa des forces là où elle n'en avait plus et cria « La lettre !» « J'ai caché la lettre. » Avec les doigts tremblants, elle sortit le papier plié de l'intérieur de sa robe et le jeta aux pieds du roi. Le monarque prit le document avec des mains qui tremblaient de colère contenue. Il lut en silence, et à chaque ligne le visage devenait plus rouge, les veines du cou saillantes. Tout y était, la confession de Bertrand, les détails du vol, même des instructions de comment falsifier le sceau royal pour incriminer Gaston. « Bertrand, » dit le roi, la voix basse mais mortelle comme du poison de vipère. « Est-ce vrai? Vous m'avez trahi? Trahi le royaume? Détruit la vie d'un chevalier innocent? » Bertrand essaya de nier, bégaya des excuses, mais la preuve était trop forte. Quand il essaya de fuir, les gardes l'attrapèrent et le jetèrent au sol avec tant de force que tous entendirent le bruit des genoux frappant la pierre. « Pardon, Majesté, » pleura-t-il. J'ai été faible. J'avais besoin d'argent pour payer des dettes de jeu. Mais je n'ai jamais vraiment voulu nuire à Gaston. » La lâcheté dans ces mots fut la goutte finale. Le roi ordonna que Bertrand soit emmené dans les cachots, et Gaston sentit, pour la première fois en 6 mois, le poids de l'accusation fausse quitter ses épaules. Les semaines qui suivirent semblèrent un rêve. Le roi non seulement rendit le titre et les terres de Gaston, mais lui offrit de doubler ses domaines comme demande de pardon. Mais Gaston ne demanda qu'une chose, permission de reconstruire le château abandonné dans la forêt et de le transformer en vrai foyer. « Et cette femme ?» demanda le roi, regardant Marguerite avec respect. « Elle a risqué sa vie pour vous. Quelle récompense voulez-vous lui donner ?» Gaston s'agenouilla devant Marguerite, là au milieu de la salle pleine de nobles et de courtisans, et posa la question qui changerait tout. « Épousez-moi. Pas parce que vous m'avez sauvé, mais parce que je ne veux pas passer un seul jour de ma vie sans vous et Pierre à mes côtés. » Les larmes coulèrent sur son visage, mais cette fois c'étaient des larmes de joie pure. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard, dans une cérémonie simple dans la petite église rénovée du château. Et quand tous les deux échangèrent les vœux devant Dieu, avec Pierre tenant les alliances et souriant fièrement, tous la savaient qu'ils étaient témoins non seulement d'un mariage, mais de la renaissance de 2 âmes que l'époque médiévale avait essayé de briser, mais que l'amour avait réunis à nouveau. Et alors, croyez-vous encore aux coïncidences après tout ce que vous avez entendu? Ou commencez-vous à voir que chaque porte fermée dans votre vie peut vous pousser vers le bon portail? Gaston pensait avoir tout perdu, mais en réalité il avait seulement perdu ce qui n'importait pas. Marguerite pensait qu'elle mendiait du pain, mais elle offrait le salut. Et vous? Que faites-vous avec la douleur que vous ressentez maintenant? La laissez-vous vous endurcir, vous fermer, vous transformer en pierre? Ou permettez-vous à Dieu d'utiliser cette douleur pour vous rediriger vers le but qu'il a toujours eu pour vous? Parce que regardez, l'époque médiévale était cruelle, sans aucun doute. Mais la vie aujourd'hui l'est aussi.
La différence est dans qui vous choisissez d'être au milieu de la tempête. Maintenant je veux que vous fassiez quelque chose. Arrêtez de juste écouter des histoires et commencez à vivre la vôtre. Y a-t-il quelqu'un qui frappe à la porte de votre vie en demandant de l'aide? Ouvrez. Y a-t-il une opportunité qui semble impossible, mais votre cœur vous dit d'essayer? Allez-y, attendez-vous le moment parfait, les conditions idéales, que la douleur passe complètement. Oubliez. Le moment c'est maintenant. Gaston n'a pas attendu d'être guéri pour ouvrir le portail. Marguerite n'a pas attendu d'avoir de l'argent pour offrir de l'aide. Ils ont agi avec ce qu'ils avaient. Et vous, qu'avez-vous maintenant que vous pouvez utiliser pour changer votre histoire? Répondez-moi dans les commentaires, quel portail devez-vous ouvrir aujourd'hui? Quelle peur devez-vous vaincre? Quelle personne devez-vous pardonner? Parlons-en en bas, parce que je veux connaître votre voyage aussi. Et écoutez, si cette histoire vous a touché, si vous avez senti un serrement dans la poitrine, si une larme s'est échappée, si vous avez pensé « Bon sang, j'ai besoin de ça dans ma vie », alors faites ceci, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ce n'est pas juste pour m'aider, non, c'est pour que vous ne manquiez pas les prochaines histoires qui vont continuer à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Activez la cloche des notifications parce que chaque semaine j'apporte un nouveau conte, des histoires de dépassement, d'amour véritable, de foi qui déplace des montagnes et des châteaux. Partagez cette vidéo avec cette personne qui traverse la tempête et a besoin de se rappeler que toute tempête se termine. Laissez votre like si vous croyez que Dieu fait encore des miracles. Et rappelez-vous, à l'époque médiévale ou aujourd'hui, le principe est le même, qui plante l'amour, récolte l'amour. Qui ouvre des portes, reçoit des portes ouvertes. Qui fait confiance, voit l'impossible arriver. On se voit dans la prochaine histoire. Et d'ici là, n'abandonnez pas. Votre portail peut s'ouvrir à tout moment.